Et bonjour à tous, bonjour Nathan. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Alors merci de nous rejoindre aujourd'hui pour parler d'un sujet passionnant. On va parler email. On va passer à peu près 45 minutes ensemble. Petit détail sur le déroulé de ce webinaire. Vous pouvez bien sûr poser des questions, hein. Je vous y encourage fortement. Et par contre, si vous pouvez plutôt poser vos questions dans l'onglet questions, étant donné qu'on va aussi être accompagné, vous ne les voyez pas, mais de Charlotte et Laurent, qui auront aussi la possibilité de répondre à vos questions en live pendant qu'on présente avec Nathan. On pourra aussi en prendre les questions non répondues à la fin en fonction du temps qui nous reste. Vous aurez aussi accès au replay de la session. On vous fera parvenir le lien du replay par email à l'issue du webinar. Pour ceux qui veulent aussi aller un peu plus loin sur le sujet et avoir peut-être une approche un peu plus personnalisée, on vous donne la possibilité là, d'avoir un échange d'une quinzaine de minutes avec un expert celle-ci pour faire un peu un diagnostic de votre prospection par email. Donc n'hésitez pas, hein, vous avez le petit lien qui vient de s'afficher tout en haut, on vous le redonnera à la fin. Mais si vous voulez un échange plus personnalisé, n'hésitez pas. Voilà pour les règles très simples de ce webinaire. Donc n'hésitez pas, prenez un café si ce n'est pas déjà fait, installez-vous confortablement et puis on va pouvoir commencer. Alors, petite présentation rapide hein, de Nathan et de moi-même. Donc, moi, Mathieu, je suis Head of Sales chez Celle-ci. Celle-ci, c'est quoi? C'est, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, c'est la suite CRM complète dédiée aux TPE, PME. Et c'est du Made in France, même du Made in La Rochelle et Bordeaux où je suis basé aujourd'hui. Ça fait 14 ans que celle-ci existe. On a aujourd'hui plus de 7000 clients et 39 000 utilisateurs. On parle de suite, j'ai été un tout petit peu vite, de suite CRM complète, parce que ce qui fait la spécificité de celle-ci, c'est qu'on va suivre l'ensemble du cycle client, à la fois la prospection des nouveaux clients, la vente, puis la facturation, et enfin la gestion de trésorerie prévisionnelle. Donc ça, c'est tout le scope qui est couvert par celle-ci. Et on propose aussi sur notre marketplace des liens vers de nombreux outils qui vont pouvoir vous aider et vous accompagner sur des besoins un peu plus spécifiques, dont Signitic, les experts de la signature email. Et je te laisse en dire un peu plus, Nathan. Ouais, merci Mathieu, bonjour à tous. Ravi d'être là pour ce webinaire aujourd'hui, vous parler un petit peu d'email, parce que ça nous concerne tous. J'ai été invité par celle-ci, parce qu'on travaille depuis quelques temps ensemble maintenant entre nos deux outils. Nous, on est de l'autre côté de la France, on est côté Lyon, mais on travaille aussi sur tout le territoire national, puis aussi à l'international. Et notre sujet à nous, c'est la signature email. Alors pour les deux grands environnements qui existent aujourd'hui sur le marché, qui sont Microsoft 365 avec Outlook et Google Workspace avec Gmail. Donc une solution qui a été créée localement à Lyon, puis après qui s'est développée sur toute la France. Ça compte aujourd'hui à peu près 1000 clients, mais du coup plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs à l'intérieur, puisque quand on parle avec un client, on parle aussi avec tous ses collaborateurs qui vont utiliser un email et donc une signature. Et puis, pareil, des intégrations avec des outils, souvent français, dont celle-ci fait partie, sur lequel on va aller apporter justement cette petite touche de signature, puisqu'on finalement, celle-ci aussi permet à des équipes d'envoyer des emails. Donc, c'est pour ça qu'il y a un intérêt commun sur cette partie-là. Et je crois qu'il y a une deuxième slide de mon côté pour expliquer un petit peu plus quand on parle de signature email, de quoi on parle. Vous connaissez tous le sujet de la signature, j'imagine, aujourd'hui à votre niveau, mais c'est un sujet soit qu'on connaît pour de mauvaises raisons, parce que souvent quand on arrive dans une entreprise, c'est la chose qu'on a à faire, mais qui n'est pas forcément passionnante, ou qui est un peu mal faite. Donc le but de l'outil, justement, c'est une plateforme SaaS qui va nous permettre de centraliser toute la problématique signature pour des équipes souvent marketing, communication,
ou DSI si c'est eux qui gardent la main sur le sujet, pour surtout pouvoir harmoniser ces signatures en fonction de la charte graphique, d'avoir une cohérence sur ces problématiques-là. Et puis, bien entendu, se servir de ce canal comme un canal de communication. C'est plutôt le sujet du jour du webinaire, de parler du canal email. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde est en train de se rendre compte que le canal email, c'est un canal assez puissant, notamment pour de l'acquisition. Et du coup, nous, on s'en sert pour de la communication. Vous verrez comment un petit peu plus tard. Donc, c'est un point assez important qui est en train de se développer. Et puis après, il y a une phase d'analyse, bien entendu, mais on en parlera aussi au cours du webinaire. De toute manière, analyser les performances quand on parle d'email et de signature, c'est un petit peu la même chose. Donc, on rentrera plus dans le détail, j'imagine, lors de ces 30 minutes. Top. Et vous avez vu apparaître un petit lien pour ceux qui voudraient aller plus loin, en savoir plus sur Syniti. Vous avez la possibilité de tester la solution gratuitement. Exact. Merci. Vous pouvez vous créer un compte et aller vous amuser avec et nous contacter après si vous avez d'autres questions. Top. Merci Nathan. Alors l'email, vaste sujet, très large. On peut faire énormément de choses avec un email, avec de l'emailing. Aujourd'hui, on a voulu concentrer notre présentation sur l'aspect acquisition qu'évoquait Nathan. Comment, avec l'email, je peux aller chercher mes nouveaux clients B2B. Et l'idée de cette présentation, c'est d'à la fois de venir sur cette présentation avec Nathan, avec notre casquette d'experts CRM, signature mail, mais aussi tout simplement de partager la manière dont nous, on fait en interne de la prospection de nouveaux clients en B2B en utilisant l'email. On a regroupé ça autour de trois grands conseils pour optimiser cette prospection B2B. Le premier conseil, assez simple, hein, c'est vraiment bien peaufiner la préparation de sa campagne d'email de prospection, avec en premier lieu bien choisir sa cible. Ça semble basique hein, comme conseil, mais en gros, le message qu'on veut passer avec Nathan, c'est que la tentation sur l'email, parce que c'est un outil avec lequel on peut faire de la masse, peut être d'essayer de taper très large et puis de voir finalement ce qui tombe de l'arbre. Nous, notre conseil il est un peu inverse, c'est qu'on se rend compte que plus on va cibler nos campagnes d'email, plus on va se concentrer sur une cible précise, plus ça va nous permettre d'être pertinent dans notre message, dans nos supports, et au final de booster la conversion et l'efficacité de ces campagnes. Donc, la question à se poser tout simplement au début, c'est à qui je souhaite m'adresser à travers cette campagne. Ça peut être un secteur d'activité, ça peut être des postes précis en fonction de mon produit, de mon offre. Je peux avoir envie de cibler des responsables des achats, des directeurs marketing, ou aussi cibler des prospects qui ont déjà manifesté un intérêt pour mon produit, qui ont déjà visité mon site web, par exemple. Ou je peux aussi travailler avec ma base client pour faire de l'upsell. Une fois que j'ai choisi ma cible, sans qu'elle soit trop large pour être précis, l'idée, c'est de savoir, OK, maintenant j'ai une cible, il me faut des contacts à qui je vais envoyer mon email dans cette cible. Donc, là, l'idée, c'est d'aller chercher des sources de contacts. Donc, ça peut être des bases de données sectorielles, par exemple. Nous, ce qu'on utilise pas mal, c'est d'aller voir des classements, des labels. Par exemple, si vous voulez vous adresser à des professionnels du BTP, de la rénovation énergétique, vous allez pouvoir avoir accès à des listes d'entreprises qui sont labellisées. Donc, ça marche bien. Et puis, bien sûr, LinkedIn, qui est un super outil pour aller identifier des cibles pertinentes. Exact. Si je peux rajouter quelque chose sur ces deux premiers slides, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet sur la cible parce que historiquement, on a tendance avec l'email, quand c'est arrivé et qu'on a commencé à faire de l'acquisition avec et de la prospection, à faire beaucoup de quantité parce qu'on s'est dit, plus on en envoie et puis vu que c'est possible aujourd'hui, potentiellement, je vais réussir à accrocher et avoir beaucoup plus de points d'intérêt avec mes clients et potentiellement générer du lead parce que c'est quand même ça le but final. Et en fait, on est sur
je trouve sur le marché une deuxième phase où on est en train de se dire la qualité de ces emails est aussi importante et donc la qualité de la donnée. On a accès à beaucoup de données aujourd'hui dans les entreprises via des outils, via des CRM, via plein de choses. Donc, le but, c'est de pouvoir en fait se servir de cette donnée de manière intelligente pour cibler nos emails sur les différents exemples qu'a pu donner Mathieu. Mais aussi, il y a un aspect attention, ces données-là, il faut arriver à bien s'en servir et à utiliser de la bonne donnée. Les outils qui sont présents ici, que Mathieu explique, c'est des outils qui sont magnifiques, qui des fois coûtent un peu cher, mais c'est des bons investissements. Mais il y en a plein qui existent sur le marché. Il faut toujours faire attention à quels outils on utilise et comment on se sert de ces données-là pour avoir vraiment une pertinence et une qualité de cette donnée à des fins commerciales, bien évidemment, et pas tomber dans le trop automatique et aussi sur des limites de temps en temps de confidentialité ou RGPD, qui est un sujet vraiment aujourd'hui populaire. Donc, il y a cette limite aussi à voir. C'est pour ça que je pense qu'il y a un travail amont qui est assez important. Ouais. Ouais, très bon point, Nathan. Et en effet, cette donnée, elle doit être fiable et puis elle doit être qualitative et riche. Donc là, je vous ai mis quelques exemples d'outils qu'on utilise, nous, au quotidien, pour enrichir les listes de contacts qu'on va trouver. Donc, ça peut être du Lusha, du Casper, d'autres contacts. Donc, vous allez pouvoir récupérer des adresses email, des adresses postales, des numéros de téléphone. Et c'est ce qui va vous permettre après, derrière, de déployer votre campagne. Petit tips aussi, je vous souhaite d'avoir déjà pas mal de clients. On a vite fait, quand on va chercher des nouveaux contacts pour faire de l'email, au milieu de ces listes de contacts, d'avoir quelques clients. Donc, c'est hyper important de toujours penser à bien dédoublonner vos listes de contacts versus vos clients existants, parce que ce n'est pas toujours très pertinent d'aller cibler un client existant avec un email de prospection. Et puis, l'autre aspect, sur les prospects qu'on veut cibler, vous pouvez pouvoir faire une campagne upsell sur votre parc client. Et là, l'idéal, c'est d'avoir un CRM dans lequel est votre base client. Vous allez pouvoir jouer avec les filtres pour cibler des tailles d'entreprise ou même d'anciens clients en faisant un export ciblé des contacts depuis votre CRM. Je vais un petit peu vite. Et l'avantage, une fois qu'on a une cible qui est bien définie, qui n'est pas trop large, qu'on a nos contacts, qu'on les a enrichis, on va pouvoir créer un contenu pertinent et personnalisé. Et c'est ça qui va faire la différence, en fait. Et c'est pour ça qu'on dit beaucoup avec Nathan, il vaut mieux être sur des tailles réduites de campagne, avec pas trop de contacts, mais avec une cible bien définie et assez uniforme, parce que là, ça permet d'avoir un message qui est vraiment pertinent pour cette cible. Nous, ce qu'on utilise beaucoup, c'est de partager des témoignages de clients du même secteur. C'est toujours pertinent quand on a quelqu'un qui a les mêmes enjeux que vous en tant que prospect, et vous vous dites, ouais, tiens, j'ai les mêmes préoccupations que lui, et a priori, il a trouvé une réponse qui change son quotidien. Donc là, tout de suite, ça va interpeller et ça va être pertinent. On peut partager aussi des e-books sectoriels. Je vous en ai mis un. Nous, quand on cible des fonctions commerciales, on va faire en amont des études sur les tendances de la prospection pour 2023, qu'on va compiler, qu'on va partager. L'idée, c'est de mettre de la valeur dans votre email et dans votre message. Et vous pouvez le faire à votre échelle. Bien sûr que tout le monde n'a pas la possibilité, en fonction de votre taille d'entreprise, de la taille de vos équipes, de se lancer dans un e-book très fourni avec beaucoup de data. Des fois, juste citer un commentaire d'un de vos clients, ça peut avoir du sens, encore une fois, si c'est bien ciblé sur le bon prospect. Ouais, effectivement, je pense que la partie témoignage, c'est sur le top 3 de la meilleure valeur à apporter à ces prospects, parce que c'est des personnes qui ont vécu finalement la même problématique et potentiellement une solution potentielle avec ce que vous allez leur apporter. Donc, je pense que c'est super important. Et sur le contenu, il y a vraiment deux choses. Il y a le fond et c'est la valeur que vous allez apporter, et c'est le plus important dans toute la démarche que vous allez avoir d'acquisition de toute manière. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a la forme. Malheureusement, souvent, on voit beaucoup de choses avec peu de valeur, mais très bien marketées, qui ont une très grosse visibilité. Et à l'inverse, quelque chose qui a une très grosse valeur et un vrai intérêt, si c'est mal marketé ou pas assez marketé, finalement, on va un peu passer à la trappe
aujourd'hui, on voit tellement de choses sur les réseaux, sur les médias, que finalement, on a obligé d'avoir cette notion de forme aussi, qui est assez importante, et je pense qu'il faut pas mettre de côté, même si la valeur reste le point numéro 1 d'accroche quand on va discuter avec quelqu'un. Malheureusement ou heureusement, le design est un point important, et toujours avoir des personnes à disposition sur cette partie-là, ça aide. En tout cas, par expérience, moi, ça m'aide. Ça me permet aussi de faire le lien avec plutôt notre expertise, parce que c'est plutôt notre sujet, mais quand on parle justement de contenu, souvent, quand on envoie un email, on a quand même une partie essentielle de cet email qui est la signature. En fait, on n'y pense pas vraiment, simplement parce qu'on s'est habitué au fil des années à voir sa signature qui est là, qui évolue très peu, qui est souvent un copier-coller qu'on nous a fourni à l'onboarding quand on arrive dans la société. Et en fait, on s'est rendu compte, et c'est pour ça qu'on existe nous aujourd'hui, hein, on se rend compte vraiment que ça fait partie intégrante de l'email, voire même ça peut porter un email, pas dans le fond et dans la valeur qu'on va apporter, mais en tout cas dans l'humanisation de cet email, parce que finalement, c'est l'idée d'avoir aussi la possibilité de créer un contact humain derrière, donc de pouvoir mettre en avant une personne de son équipe, avec des informations précises sur cette personne, sur l'entreprise, sur ce qu'on va essayer de mettre en avant aussi via cette signature. Donc, c'est un point à pas négliger, forcément, avec un filtre plus important pour moi, parce que je connais bien le sujet et je me rends compte que les entreprises aujourd'hui gèrent mal cette partie-là. Mais on constate vraiment aujourd'hui une plus-value et un impact de cette signature dans l'email que vous allez générer finalement, qui peut être travaillé de plein de façons. Mais en tout cas, je pense à prendre en compte dans vos démarches. Très jolis exemples de signature, en tout cas, Nathan. En parlant de visuel, très sympa. Une fois qu'on a, pour continuer notre déroulé et passer à l'étape 2 de nos grandes étapes pour bien réussir sa prospection email B2B, une fois qu'on a bien défini sa cible et qu'on a un contenu pertinent à partager, l'idée avant d'attaquer tout de suite et d'envoyer les emails, c'est de prendre le temps de structurer sa prise de contact. L'idée derrière ça, et on s'en rend compte tous les jours, c'est de ne pas prendre l'email comme un one-shot, mais de se dire que l'email, je vais l'intégrer au milieu d'un scénario de prise de contact, de prospection. Et l'idée, c'est vraiment de l'intégrer dans une séquence. Il peut y avoir plein de scénarios différents, plein de séquences différentes. L'idée, c'est aussi de tester, de voir ce qui marche, vous, par rapport à votre cible. Mais c'est de voir comment je vais intégrer l'email dans ce scénario-là. Et dans ce scénario-là, l'idée, c'est que c'est un scénario multicanal, que je multiplie les canaux de contact potentiel avec mes prospects cibles. Je vous ai mis un petit exemple à côté, hein, c'est en toute transparence, c'est une des cadences qu'on travaille en ce moment sur de la prospection B2B. Et l'idée, vous voyez, l'email, il n'arrive pas forcément en premier. On va potentiellement avoir, par exemple, une étape LinkedIn en premier, qui va nous permettre à la fois d'essayer de faire une première prise de contact, mais qui va nous permettre aussi de récupérer de l'information, de l'actualité sur nos prospects, qui en plus peut nous servir derrière à personnaliser l'email. Et puis derrière cet email, je ne m'arrête pas là. Je vais avoir des phases d'appel, par exemple. Je peux avoir 1 ou 2 appels et puis après, remettre un email de relance qui va être bien sûr différent du premier. Mais voilà. L'important là-dessus, il n'y a pas de scénario idéal, mais l'idée, c'est en tout cas d'avoir une stratégie et d'en avoir un et d'alterner les canaux et de se poser ces questions-là en amont et bien sûr de pouvoir ajuster en fonction des résultats. Ouais, c'est marrant parce que je vois premier appel le matin et deuxième appel l'après-midi. Et ça me fait penser que finalement, dans l'acquisition directe, la prospection directe téléphonique qu'on peut avoir sur des équipes commerciales avec des prospects, en fait, c'est pareil, on n'appelle pas les prospects aux mêmes horaires parce que ils ont, voilà, en fonction de leur poste, ils n'ont pas forcément les mêmes journées. Et donc, on essaie de varier un petit peu les plaisirs pour avoir un maximum de prise de contact. En fait, c'est un peu pareil pour l'email, même si ce n'est pas une personne, finalement, c'est le même procédé. C'est que, comme a dit Mathieu, il n'y a pas de recette miracle, je pense.
Nous, on fonctionne pas mal en test and learn, c'est-à-dire on essaie quelque chose, on voit si ça marche, on essaie quelque chose de différent, ou on l'adapte si ça a plutôt bien marché. Mais finalement, de toute façon, si vous faites les mêmes choses sur du long terme, ça peut pas être périn pendant trop longtemps. En tout cas, ça peut marcher pendant quelques semaines, mais ça va vouer à s'effriter au bout d'un moment. Donc, c'est vrai que je pense que c'est super important d'avoir cette notion de scénario. Ouais. Ensuite, quand on a scénario, là, l'idée, c'est de construire aussi, on l'a vu dans le scénario d'avant, de construire son email. Et bien sûr, hyper important, le titre et la première ligne de l'email. La même chose, hein, il n'y a pas de recette miracle. On en parlait hier en préparation avec Nathan. Hein. Il faut être en permanence en train de tester des choses, de se réinventer. Il y a des choses qui vont marcher pendant quelques semaines sur plusieurs prospections et qui, au bout d'un moment, ne vont plus marcher. Les gens sont beaucoup sollicités aujourd'hui, donc il faut en permanence trouver des nouvelles idées et tester des nouvelles choses. Après, il y a des basiques quand même qu'on peut s'appliquer, même si on teste beaucoup de choses. Le titre, par définition, il faut qu'il soit court et accrocheur. L'objectif, il est simple, hein, c'est de faire ouvrir l'email. Donc, le plus accrocheur et le plus court possible. Je vous ai mis quelques exemples un peu de guidelines qu'on s'applique. On essaye de tenir en 3 mots maximum, nous, sur l'objet de l'email. Il y a des choses qui marchent bien, mettre le nom de l'entreprise ou mettre le nom du contact ou devis. Voilà, c'est des petites choses qui marchent plutôt bien pour susciter l'ouverture. Ouais, ce que je t'avais dit hier, Mathieu, c'est que la première fois que j'ai commencé à faire de l'email pour l'acquisition, j'avais trouvé un super titre que je trouvais en tout cas super sympa. Et puis finalement, 2 semaines après, quand je me suis relu, je me suis dit que c'était vraiment, vraiment pas top. Mais c'est cette notion en fait, de changement qui est super importante pour toujours essayer de réinventer finalement de nouvelles choses. C'est comme la mode, hein, c'est des choses qui partent, des choses qui arrivent. Et cette notion de première ligne, je trouve que de toute façon, dans la vie de tous les jours, aujourd'hui, un être humain se fait un avis en 10 secondes, 30 secondes maximum, que ce soit sur tous les sujets, quand il ouvre son téléphone, quand il rencontre quelqu'un, quand il rentre dans une pièce. Donc, c'est pareil pour un email, peut-être même encore plus, parce qu'on est quand même assez bombardé aujourd'hui d'emails. Donc, je pense que ça se joue en quelques secondes. Et arriver à démontrer qu'on apporte de la valeur sur une première ligne, c'est un gros challenge. Donc, ça pourrait être un webinaire à part entière, mais c'est un vrai sujet qu'il faut traiter. Parce que sinon, en fait, si vous n'avez pas l'ouverture de votre mail, finalement, vous perdez tout le travail que vous avez fait derrière. Donc c'est quand même un point clé. Point clé. Et moi, je trouve que la première ligne de l'email, c'est le moment idéal pour personnaliser votre message. Généralement, on va avoir un corps d'email qui va être un peu commun à l'ensemble de notre cible. C'est bien de profiter dès le début de l'email, de cette première ligne, pour faire référence à une actualité de l'entreprise, à une information que vous avez pu voir sur LinkedIn, sur la page du contact. Il vient peut-être de partager une info, il a peut-être participer à un webinaire, l'entreprise vient peut-être de faire une levée de fonds. Voilà, quelque chose qui en plus envoie le message à votre interlocuteur, à votre prospect, qu'il n'est pas sur du mass mailing et que vous vous adressez bien à lui en particulier. Une fois qu'on a un bon titre et une première ligne, l'idée, c'est aussi, on l'a vu dans nos scénarios avant, c'est de diversifier les relances. L'idée est bien sûr de ne pas envoyer 3, 4, 5, 6 fois le même mail. Mais par contre, en effet, on sait qu'il faut envoyer plusieurs mails avant d'avoir des retours d'un prospect. Et l'idée, c'est vraiment de varier à la fois les tailles d'email et les contenus. Donc, on va à la fois avoir des relances courtes, des relances longues, qu'on peut compléter avec des relances via d'autres canaux de communication. Donc, ça peut être du LinkedIn, on l'a vu tout à l'heure, ça peut être du SMS. Alors ça prend un peu plus de temps, c'est plus chronophage, mais sur des prospects à fort enjeu, ça peut valoir le coup et c'est assez sympa à manipuler, c'est de faire de la vidéo. On utilise un outil comme Vidyard. Voilà. Vous avez fait un premier email, dans un autre email, venir rajouter une relance vidéo personnalisée à votre prospect, ça peut être ultra efficace. Et puis, je partageais
des petits tips qu'on teste nous et qui marchent plutôt bien sur des relances courtes, donc pas sur le premier email, mais sur un deuxième ou un troisième. Le classique deux points. Le pas d'objet aussi fonctionne très bien. Étonnamment, ne pas mettre d'objet, ça doit susciter la curiosité des gens et ça clique plutôt pas mal. Et puis on disait avant, prénom du contact, comme on a pu le tester. Nathan, toi, je ne sais pas de ton côté. Le mot-clé que tu as dit, c'est varié. Hein. C'est toujours la même chose. Je veux dire, on n'est pas en train d'enfoncer un clou avec un marteau et toujours de la même manière. Si vous envoyez toujours le même mail au même moment et que vous bourrinez de cette manière-là, ça va fonctionner forcément. Au terme de pourcentage, vous aurez quelques pourcents de réussite. Mais je veux dire, c'est vraiment vieille école et votre taux de réussite, il va quand même être assez minime. Et le but, c'est d'essayer d'aller accrocher sur des sujets et d'apporter de la valeur sur des sujets différents pour aller finalement réussir à prendre ce rendez-vous ou directement à des moments différents avec des personnes, des canaux super variés. Je connaissais moins Vidyard, justement, on avait parlé avec Mathieu et je trouve ça assez intéressant. Alors on est vraiment sur les nouvelles choses qui peuvent se faire, mais il y a tellement de possibilités aujourd'hui qu'il ne faut pas s'en priver. Et de toute façon, si on fait la même chose, on passe très vite aux oubliettes pour les gens aujourd'hui. Donc, faut se le forcer parce que c'est pas naturel, je pense. Mais si on se force à faire des choses un peu innovantes de temps en temps, ça peut vraiment être payant. Tester, hein, on l'a dit, innover, tester, renouveler. On essaye de faire ça en permanence. Et puis, dans tous vos tests, mettez une dose d'empathie. Je pense que la bonne question à se poser, c'est aussi est-ce que moi, j'ouvrirais cet email? Est-ce que j'ai envie de cliquer dessus? C'est des bons réflexes. Et des fois, on lance des campagnes et on se dit non, en effet, même moi, je n'aurais pas forcément eu envie de cliquer. Donc, toujours une bonne question à se poser. On l'a dit, l'enjeu, c'est de susciter l'ouverture du mail. Hein. S'il n'est pas ouvert, il ne peut rien se passer derrière. Mais une fois qu'on a réussi à déclencher ça chez le prospect, l'idée, c'est aussi que le contenu de l'email ait de la valeur. Mais derrière, l'objectif, c'est un call to action, c'est qu'il y ait un engagement, c'est de susciter un engagement de ce prospect-là qu'on a réussi à intéresser. Donc, c'est hyper important que le mail de prospection, il se termine par un call to action qui doit être clair, visible, engageant. On parlait de qualité du design et du positionnement avec Nathan tout à l'heure et sur les signatures. Voilà, c'est important qu'il y ait une possibilité d'engagement très claire pour le prospect. Nous, ce qu'on met beaucoup, c'est de mettre un lien vers un calendrier qui permet de prendre directement un rendez-vous avec votre commercial. Donc ça, c'est très efficace parce que ça permet d'optimiser en plus l'organisation de votre force commerciale. Ça peut être aussi un lien vers une landing page qui peut être liée à cette cible où on va remettre du contenu et sur laquelle on aura un autre call to action. Mais bien sûr, il faut que ce call to action soit très clair et visible sur votre email. Oui, tout à fait. Bien sûr, spécifiquement, moi, je suis encore plus persuadé que ça parce qu'on a l'onglet signature, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, de manière générale, entre guillemets, ce qui n'est pas péjoratif, mais sont de plus en plus fainéants, on doit aller à l'essentiel le plus rapidement possible, encore une fois, parce qu'on est bombardé d'informations tout le temps. Donc, un call to action qui va être clair, bien positionné, toujours la bonne information au bon moment et de manière assez épurée, c'est des choses qui sont super importantes quand on va envoyer un email. La signature peut être un outil supplémentaire, bien entendu, qui va accompagner cette fin d'email pour clôturer quelque chose. Je vous parlais tout à l'heure de la photo qui permet vraiment d'humaniser. On n'a pas forcément tous envie de partager notre photo sur notre signature, mais en tout cas, on détecte aujourd'hui qu'il y a quand même une humanisation de la relation qui va se créer parce que on est sur un canal quand même à distance où finalement on ne sait jamais vraiment si c'est un robot qui va nous écrire ou pas. Donc c'est pour ça que la construction de contenu est super important. Mais ici, avec l'email, on peut renforcer cette notion de relation humaine qu'on va essayer d'avoir avec finalement ces personnes parce que le but ultime, c'est qu'ils puissent cliquer sur votre call to action et prendre votre rendez-vous.
Après, sur la prise de rendez-vous, il y a pas mal d'outils qui existent pour générer ces calendriers en ligne directement. Nous, l'idée, c'est après de créer le call to action au bon endroit, la signature pour en être un. On va un poil plus loin parce que on va même sur un QR code qui va vraiment digitaliser finalement même cette carte de visite-là, cette signature-là avec une carte de visite digitalisée. Donc, entre guillemets, fini les cartes papier, puisque là, on n'est pas en physique avec la personne, on est sur une relation à distance via un canal email. Donc, on essaye de diffuser encore une fois nos informations et notre identité via un nouveau canal qui est la carte de visite digitale. On appelle ça de la V-Card. C'est aussi un sujet assez intéressant dans cette finalement sphère 3, 4.0 où on est vraiment connecté et plus sur des choses très papier. La partie bandeau de communication, de toute manière, elle doit faire partie intégrante de votre apport de valeur et de votre forme, donc le design aussi de l'email que vous allez générer. Et c'est pour ça que nous, quand on parle de signature email, on parle d'un outil de communication parce qu'on n'est pas là juste pour aller signer notre mail, on est là pour diffuser un message qui peut être, bien entendu, la valeur que vous essayez d'apporter par rapport à l'email et ce que vous essayez d'atteindre comme objectif quand vous contactez ces personnes-là. Et j'adore, hein, Nathan, moi, le concept de carte de visite virtuelle intégrée en signature dans l'email, parce que ça donne un côté humain et ça adoucit le côté potentiellement un peu froid de l'email. Donc, Ce qu'on voit bien, et je vois qu'il y a une question de Christelle, et je pense que je vais la prendre parce qu'elle peut être intéressante pour tout et pour tout le monde. Et Christelle dit le QR code, on va l'afficher, il va être finalement, on ouvre le mail sur un téléphone et on va comment on va scanner ce QR code-là. En fait, il y a deux choses. Il y a d'une part la partie on fait naître quelque chose, un sentiment chez la personne. Est-ce qu'on a vraiment envie que la personne aille cliquer dessus? Oui, forcément. Mais est-ce que le but, c'est pas déjà de susciter un intérêt? Si on suscite un intérêt, derrière, il y a un call to action qui est fait pour ça, pour aller prendre un rendez-vous, pour aller un petit peu plus loin. Aujourd'hui, il y a quand même des statistiques. La lecture des messages sur le téléphone n'est pas majeure. Elle est quand même majeure dans les entreprises sur des ordinateurs. Donc, il y a quand même cette notion de connexion avec ce QR code et cette carte de visite qu'on va pouvoir avoir accès. Après, c'est une utilisation possible de ce format-là. Le but, c'est quand même d'avoir aussi cette carte de visite sur son téléphone quand on est sur des salons ou autre. Mais là, on sort du contexte de l'email. Mais n'oublions pas le fait de susciter un intérêt, qui est quand même ici le point clé, je pense, de l'email pour réussir à avoir ce fameux rendez-vous. Merci Nathan. Pour finaliser là, notre préparation de campagne, on a choisi notre style, on a travaillé sur notre contenu, etc. Et l'idée, une fois qu'on a commencé à envoyer des emails, c'est bien sûr de piloter la performance de nos campagnes. Et on est un peu toujours en train de se poser des questions entre nous aussi, d'essayer de jauger un peu si ce qu'on fait marche ou pas. Hein. Je vois une question de Suad, on pourra revenir après, mais qui dit j'ai un beau taux d'ouverture, mais derrière ça répond peu. Donc c'est important en effet de suivre l'efficacité et les performances de mes emails. En testant, on l'a dit, l'idée c'est de tester en permanence des versions d'email différentes. On fait beaucoup d'A/B tests. À chaque fois qu'on démarre une campagne, on a toujours 2 mails différents. Généralement, on va avoir un email un peu plus classique et puis on va être un peu plus audacieux sur un autre email. On va peut-être tester sur un échantillon un peu plus faible. Mais si par contre le deuxième email plus audacieux marche bien, bah, ça va devenir l'email principal. Donc on teste en permanence, mais c'est vrai qu'il faut toujours regarder les chiffres à côté. Donc pour vous donner un peu de référentiel, puisqu'on a toujours besoin de se comparer en permanence. Donc là, c'est en toute transparence, là, c'est nos chiffres du mois d'avril sur nos dernières campagnes. Le taux de rebond déjà. Alors, le taux de rebond, pour ceux qui seraient pas très familiers avec le terme, le bounce rate, en fait, c'est ce qui n'est pas délivré. Donc, c'est vraiment l'email que j'envoie et qui a rebondi contre le mur. Et donc là, ça pose des sujets. S'ils sont élevés, le benchmark, c'est de se dire jusqu'à 5%, c'est correct. Si vous commencez à passer les 5, voire les 10%,
c'est que là, il y a un sujet de délivrabilité de vos emails. Donc là, c'est plus une alerte. Nous, on est aux alentours des un peu moins de 2%. Taux d'ouverture, à partir de 25%, on peut considérer que la campagne fonctionne plutôt bien. Nous, sur le mois d'avril, on est très contents parce qu'on arrive à... On a des campagnes qui ont bien fonctionné. On s'approche des 50% de taux d'ouverture. Donc ça, c'est des super chiffres. On a la moitié des prospects qui ouvrent. Et le taux de réponse, bien sûr, beaucoup plus faible. Suad, je vois qu'on partage un peu les mêmes préoccupations. On aimerait, quand il y a 50% des gens, quasiment 50% des prospects qui ouvrent les emails, on aimerait qu'ils soient beaucoup plus nombreux à s'engager. Donc, je ne sais pas quels sont vos pourcentages, mais pour vous donner une idée, allez, à partir de quand vous êtes aux alentours des 4%, c'est déjà pas mal. Donc, je ne sais pas à combien vous êtes, vous. Nous, on est plutôt aux alentours des 6%. Donc, 50%, ça doit être votre taux d'ouverture, je suppose, et pas votre taux de réponse, Swan. Ouais. C'est déjà très bien, 50%, vous faites même un petit peu mieux que nous. Donc, c'est peut-être plutôt vous qui allez me donner quelques conseils pour encore grappiller quelques points sur les taux d'ouverture. Je suis preneur. Après, le sujet, c'est un peu ce qu'on a dit avant. C'est des bons problèmes à avoir déjà. Si vous avez 50% de taux d'ouverture, c'est top, c'est un bon problème à avoir. En effet, après, il faut travailler sur le contenu. Voilà. Est-ce que le prospect qui a ouvert, il trouve bien ce qu'il s'attendait à trouver dans l'email? Est-ce qu'il y trouve de la valeur? Est-ce qu'il y trouve de la personnalisation? Et puis, il y a un vrai sujet sur le call to action. Est-ce que mon call to action, 6%, c'est déjà pas mal, est-ce que le call to action est bien clair? Est-ce qu'il donne envie à mon prospect de s'engager? Et là, il n'y a pas de secret. Il faut tester des choses pour trouver une bonne formule qui marche et grappiller petit à petit des points, que ce soit des points d'ouverture ou des points de réponse. Si vous avez déjà des chiffres, c'est déjà vous êtes sur la bonne voie. Parce qu'en fait, le calcul, il est super important. Mais ce qu'on oublie souvent de faire aujourd'hui, je trouve que vu qu'on est envahi aussi de data, on a souvent les calculs, on les fait, on a plein de données. Mais ce qui manque crucialement aujourd'hui, c'est l'analyse de ces données. Si vous avez des données, c'est super. Prenez le temps de les analyser, prenez le temps d'en tirer des conclusions justement de ce qu'on est en train de faire par rapport à votre taux d'ouverture, votre taux de réponse, et potentiellement de se dire, OK, qu'est-ce qui ne fonctionne potentiellement pas assez bien dans ma démarche ou qu'est-ce qui fonctionne et qu'on va essayer de garder. Typiquement, quand on est sur un bon taux d'ouverture, ça veut dire que l'accroche elle est plutôt bonne, mais des taux de réponse qui sont assez faibles, peut-être qu'il faut plutôt travailler sur cette notion de call to action, comme disait Mathieu, parce que c'est peut-être assez compliqué le moins de clics possible d'aller justement engager une next step avec vous. Donc, c'est bien analyser en amont pour finalement savoir dans tout ce qu'on est en train de vous expliquer, là où vous manquez un petit peu de précision peut-être. Et tout à fait, Nathan. Et la petite ligne que j'ai rajoutée en bas, qui est un indicateur que nous, on suit beaucoup, c'est le taux de personnalisation des emails. C'est-à-dire quelle est la part des emails qu'on a expédiés qui ont fait l'objet d'une personnalisation. Quand on dit personnalisation, c'est que concrètement, le commercial a pris le temps de modifier le template en rajoutant un élément de personnalisation, comme on disait tout à l'heure, qui peut être lié à l'actualité, soit du contact, soit de l'entreprise. Alors, vous n'avez peut-être pas la data, vous n'avez peut-être pas l'outil pour la suivre, mais ce que vous pouvez vous mettre en tête, c'est que voilà, nous, on essaye d'avoir à peu près un tiers, 30% des emails sur lesquels on va faire un effort de personnalisation supplémentaire. Et on se rend souvent compte que les campagnes sur lesquelles on a moins de retours, moins de replies, c'est parce qu'on a moins personnalisé. Si on descend à 4-5% de personnalisation, c'est-à-dire qu'on ne personnalise quasiment pas, on perd tout de suite beaucoup en taux de réponse. Donc, essayez de garder un peu ces ordres de grandeur, se dire je ne vais pas personnaliser, mettre de la personnalisation forcément dans tous mes emails. Ça ne sera peut-être pas pertinent, pas de l'enjeu à chaque fois. Mais si je suis sur en gros un tiers de mes emails, je peux rajouter une dose de personnalisation parce que je pense que sur ce prospect-là, ça vaut le coup et il y a plus d'enjeux.
généralement, ça paye tout de suite sur les taux de réponse. Et puisqu'on parle de performance, Nathan? Oui, il y a un autre sujet qu'on a découvert aussi avec les signatures email, mais ça fonctionne pour finalement tout le sujet qu'on est en train de traiter aujourd'hui, qui est la notion d'email. Ici, on fait l'eye tracking, c'est-à-dire que ce que vous voyez sur la droite, en fait, c'est des technologies qui existent aujourd'hui sur le marché, qui se développent de plus en plus. C'est d'essayer de finalement pouvoir anticiper ce dont l'œil humain va pouvoir avoir un focus sur votre email, votre newsletter, nous, la signature, etc., pour finalement pouvoir travailler sur, si on prend le sujet d'avant, sur votre taux de réponse. C'est que la personne, elle ouvre, mais qu'est-ce qu'elle va regarder à l'intérieur justement de votre email ou de votre signature, qu'est-ce qui va être intéressant pour elle, et potentiellement là où on va essayer d'accentuer notre call to action, parce qu'on sait que le regard va se poser là-dessus, et on va pouvoir mettre aussi la valeur au bon endroit dans l'email pour pouvoir, encore une fois, sur les quelques secondes d'intérêt finalement que va avoir cette personne, essayer de mettre le déclic chez elle pour qu'on puisse passer à l'étape finalement rendez-vous et à creuser un petit peu le sujet. Il y a plein d'autres analyses qui existent. Nous, dans la partie signature, on va avoir aussi les taux de clics. Finalement, les gens vont aller cliquer sur tous les liens que vous allez pouvoir générer. On va analyser ces clics-là. L'idée, c'est de pouvoir bien sûr se dire derrière, bon voilà, en général, sur tout l'email et le scénario que j'ai fait, je génère tant de clics sur cette icône réseau social, par exemple. On sait que les gens sont potentiellement plus intéressés d'aller en savoir plus sur ce canal-là de notre entreprise. Donc, on peut aller axer sa stratégie aussi. Encore une fois, c'est des outils, mais qui sont super importants. De toute façon, l'analyse, aujourd'hui, dans tout ce qu'on essaye de mettre en place, elle arrive vraiment pour pouvoir nous faire prendre un petit peu de recul et de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer au quotidien. Donc, c'est un point super important. Et dernier point, on a parlé tout à l'heure, on a montré le taux de rebond, donc les emails qui n'arrivent pas à destination. Alors ça, j'espère que ce n'est pas un problème que vous avez. Mais c'est bien sûr la base. Il faut que l'email arrive dans la boîte de vos prospects. Donc, il y a tous les sujets autour de l'authentification du nom de domaine que vous allez utiliser. Vous avez des sujets aussi autour qu'on appelle du préchauffage, du warming d'email. Il y a des outils comme MailReach qui vont permettre, en fait, si vous créez une adresse email et que vous vous mettez à envoyer des emails tout de suite, on va dire votre adresse est froide et on a besoin qu'il y ait eu un certain nombre d'échanges sur cette adresse mail. Donc, elle a envoyé des emails, qu'ils aient été ouverts, qu'ils aient été répondus avant de pouvoir l'utiliser pour faire de la prospection par email. Donc ça, c'est hyper important. Et vous avez des outils comme MailReach qui vous permettent de faire automatiquement ce préchauffage de votre adresse email. N'attaquez pas à froid parce que sinon vos emails ne seront pas délivrés. Et puis à l'intérieur de l'email, faites attention aussi au nombre de liens que vous allez mettre. Nous, de ce qu'on voit, 2-3 liens maximum. Quand on va plus loin, si on met plus de liens que ça, si on met trop de contenu, on voit que ça a un impact négatif sur la délivrabilité. C'est pas le sujet le plus fun, mais il est à la fin de ce webinaire parce qu'en fait, malheureusement, si on traite mal ce sujet, en fait, tout ce qu'on a fait avant, c'est finalement perdu parce que le vrai problème et la phobie, je pense, quand on touche à de l'email de manière générale, c'est la mise en spam ou la mise en pièce jointe, ou etc., qui peut arriver avec des images. C'est aussi la phobie que nos clients, quand ils nous contactent sur la partie signature, parce qu'on retrouve les mêmes problématiques et on se heurte aux mêmes problématiques que tout le monde sur le marché. Et s'il n'y a pas un travail qui est fait là-dessus, finalement, c'est vraiment une perte d'énergie, potentiellement aussi financière. Donc là, encore une fois, faire attention aux outils avec lesquels vous allez travailler, est-ce qu'ils prennent ça en compte ou pas. Il y a des outils qui existent, comme l'a mentionné Mathieu, pour aller justement pouvoir anticiper ces choses-là et les bloquer. Et je fais juste un lien parce que j'avais eu une question de Cathy sur la différenciation entre Signitic et les concurrents de notre marché, nous, sur la partie signature.
Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que je ne sais pas si c'est le point aujourd'hui, mais ça peut en faire partie directement. Aujourd'hui, il y a énormément de solutions qui proposent plein de choses, dont des signatures sur le marché, mais est-ce qu'ils sont vraiment garants de la délivrabilité? Est-ce qu'ils font vraiment attention à la taille des images que vous allez insérer dans vos signatures et est-ce qu'elles ne vont pas tomber en pièce jointe? Est-ce qu'ils mettent en place des sous-domaines? Parce que quand on traque aujourd'hui vos mails, on a la possibilité d'être détecté par des logiciels anti-spam, donc on va aller mettre en place des sous-domaines personnalisés. Bref, c'est une multitude de choses, notamment sur ces aspects sécurité qui sont assez importants d'avoir en attention. Et quand vous utilisez des outils, je pense que la dernière chose, c'est aussi l'accompagnement que vous allez avoir de ces outils. Par exemple, d'un Celsi qui va vous accompagner sur une suite CRM et tout ce que vous allez découvrir, ou nous. Et c'est l'accompagnement que vous avez aussi, parce que c'est normal que vous ne maîtrisiez pas chaque sujet. Ce n'est pas votre job. Mais quand vous contactez, entre guillemets, des experts, l'accompagnement que vous en avez, c'est un point qui est primordial pour votre réussite, entre guillemets. En effet, écoutez, le timing est quasiment parfait, 12h16, hein, on arrive à la fin de ce webinaire. Je pense qu'on a répondu à la plupart des questions au fur et à mesure. Comme je l'avais annoncé au début du webinaire, ceux qui veulent aller plus loin et puis surtout avoir une analyse plus personnalisée par rapport à vos problématiques du moment, on va vous repartager le lien. On vous propose tout simplement de passer une quinzaine de minutes avec un autre des experts, celle-ci. Soit, par exemple, n'hésitez pas, je pense que vous avez plein de questions encore sous le coude et pas mal de problématiques intéressantes, même si vous avez déjà des bons métriques. Donc, n'hésitez pas, là, vous avez le lien, vous pouvez cliquer dessus. Et puis, même chose sur Signitic, je pense que tout ce qu'a montré Nathan là, sur la signature, ça a éveillé votre curiosité. Parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours le premier sujet auquel on pense sur l'email, mais ça peut être un sujet et un outil très puissant. Donc, n'hésitez pas à aller tester gratuitement l'outil. Vous avez le lien qui s'affiche tout en haut. Ouais, tout à fait. Et puis, cette dernière slide, elle permet de répondre à pourquoi on a fait ça ensemble, entre guillemets. Et c'est vrai qu'au-delà de notre collaboration entre nos deux outils, parce qu'il y a une cohérence entre ce qu'aujourd'hui on a chez Cinetic et nos clients aussi souvent recherchent des outils comme celle-ci qui va leur permettre d'aller consolider un petit peu tout ce qu'ils ont en termes de données, puis améliorer leur démarche commerciale. Et puis, à l'inverse, des personnes de chez celle-ci qui vont avoir ces problématiques d'aller ajouter des petites touches sur notamment leur démarche d'acquisition email pour finalement améliorer leur taux de conversion. Et puis au-delà des valeurs humaines qui nous rapprochent, parce que je pense qu'on est sur des valeurs communes sur nos deux sociétés, mais c'est intéressant de pouvoir discuter de ces enjeux-là qui sont très larges et chaque slide pourrait avoir un webinaire propre, je pense, et ça pourrait faire l'occasion d'avoir une suite, mais on ne peut pas répondre à toutes les questions, mais avec plaisir de nous contacter si vous voulez aller un peu plus loin sur ces sujets. Voilà, écoutez, merci Nathan. Merci à tous pour votre participation à ce webinaire, participation active. Merci à tous pour vos questions. On vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à nous contacter si, bien sûr, vous voulez continuer la conversation qui est quasi infinie, comme l'a dit Nathan. Merci à tous. Très bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.